Bonjour, bienvenue. Mon nom est Julie Larochelle Audette et je suis professeure adjointe au département d'administration et fondements de l'éducation. Aujourd'hui, je vous fais une présentation en collaboration avec ma collègue et anciennement directrice de thèse, Marie-Odile Magnan, qui est également professeure au même département de l'Université de Montréal. Donc, notre présentation aujourd'hui porte sur l'ethnographie institutionnelle et plus spécifiquement sur sa portée dans les recherches qualitatives critiques, là, un questionnement au cœur de ce colloque. Donc, notre plan de présentation va comme suit. Donc, nous commencerons avec une mise en contexte pour situer un peu d'où on parle et la recherche. On présentera ensuite les fondements de l'ethnographie institutionnelle en tant que recherche socialement juste, la démarche méthodologique qui a été suivie dans la recherche dont il est question plus précisément ici. Ensuite, certains résultats de la recherche et des défis et questionnements qui demeurent et qu'on aimerait partager avec vous. Donc, pour la mise en contexte, premièrement, peut-être mentionner que l'ethnographie institutionnelle s'inscrit dans des postures épistémologiques qu'on appelle du point de vue. Donc, ce qui est important avec ces perspectives-là, c'est vraiment de se situer en tant que chercheuse, puis pour comprendre de quelle perspective on parle et d'où on parle, et c'est ce que je vais faire en me situant personnellement. Donc, Marie-Odile me rejoindra à certains égards, mais ici, je vais parler d'abord en mon nom. Donc, tel que mentionné, au niveau professionnel, je suis une professeure dans une université. Je suis une femme cisgenre, blanche, francophone, puis je m'identifie au groupe majoritaire au Québec. J'enseigne dans une université où je me reconnais parmi mes pairs, un ressenti qui m'a accompagnée de manière générale tout au long de mon parcours scolaire, où je me suis sentie épanouie et valorisée. Avant d'être dans le domaine de l'éducation et plus spécifiquement de l'administration de l'éducation, j'ai étudié en sciences politiques avec une concentration sur l'immigration et les relations interethniques, d'où viennent certains de mes intérêts de recherche. Je m'intéresse aux questions relatives à l'immigration de ce point de vue, donc de mes études, mais également par mon conjoint qui est passé par le processus migratoire, par mes amis, également par un travail antérieur dans le domaine. Mon parcours, très rapidement résumé, me conduit à porter un regard critique sur la manière dont on étudie les questions relatives à l'immigration en éducation au Québec et plus largement dans la francophonie. Ça m'a amené aussi à m'intéresser au racisme d'une manière plus critique dans cette perspective. Donc, la présentation d'aujourd'hui porte plus spécifiquement sur une recherche doctorale que j'ai menée sous la supervision justement de Marie-Odile Magnan. Donc, la thèse prend son ancrage déjà dans le mémoire de maîtrise que j'ai réalisé en amont, puis dans une recension d'écrit récent où, à la base, en fait, je m'intéressais à l'insertion professionnelle des enseignants immigrants. Un sujet qui est quand même assez foisonnant là, ces dernières années au Québec. Quand j'ai procédé à l'analyse de la littérature sous la supervision de Marie-Odile, ce qui est ressorti, c'est qu'il y a deux prismes importants qui structurent le champ. Donc, d'une part, on a ce que j'ai appelé le prisme de l'insertion professionnelle. Donc, c'est la manière dont on regarde le début, l'entrée en la carrière des enseignants de manière générale. Donc, on s'intéresse principalement à ce qui manque aux enseignants, à leurs difficultés, puis à ce qui va leur permettre de s'adapter à ces difficultés-là. Quand on regarde plus spécifiquement les enseignants immigrants, on va plutôt se concentrer en plus, je dirais, à leurs différences culturelles. On va regarder quelles sont leurs conceptions, leurs représentations du métier, puis comment elles sont éloignées, voire en opposition avec celles qui sont valorisées dans le milieu scolaire. Également, on va avoir tendance à les définir comme étant un groupe homogène, figé, qui va agir d'une certaine façon, alors qu'il y a des profils vraiment très diversifiés parmi les enseignants immigrants. Ce constat-là, de ces deux prismes, m'a amené à vouloir dévoiler un autre côté de l'histoire. C'est une expression de Dorothy Smith. Puis plus spécifiquement à interroger la construction et la reproduction du racisme qui affecte le personnel enseignant en début de carrière. Puis là, justement, je voulais comme aller dans une autre direction que ce que j'avais déjà vu dans les recherches. Puis j'ai entrepris d'explorer des approches qui vont plutôt s'intéresser au fonctionnement de l'institution scolaire. Donc, au niveau plus structurel, je regardais les conditions de travail enseignant, ses divisions, puis également à un niveau plus social, les rapports sociaux par lesquels se matérialise concrètement le racisme.
Les perspectives féministes ont été sollicitées à ce moment-là en tant que cadre théorique. Donc, je n'irai pas vraiment plus loin ici, mais seulement mentionner que j'ai euh, tiré profit du féminisme matérialiste français, puis de la pensée féministe noire des États-Unis. Donc, au niveau de la méthode en tant que telle, l'ethnographie institutionnelle, c'est une méthode qu'on peut qualifier de socialement juste. Elle s'inscrit, ou du moins, moi je m'inscris plutôt, pas l'ethnographie institutionnelle, elle est antérieure, mais dans un mouvement de resurgence de la théorie critique en sciences sociales. Euh, les recherches socialement justes, même si elles ne sont pas nouvelles, portent un engagement sincère pour le changement social. Donc c'est vraiment le cœur de ce type de recherche. Les chercheurs, chercheuses qui s'y engagent doivent produire des savoirs engagés et situés à partir de la fois d'une méthode qui est juste dans les intentions et euh, dans ce qu'on va avoir comme effet. Donc, c'est pas seulement de vouloir faire la recherche socialement juste, mais c'est de s'assurer tout au long du processus que la recherche ne va pas réifier l'oppression, les privilèges, les préjugés, les stéréotypes qui peuvent essentialiser les personnes qui prennent part à notre recherche. Puis également, c'est de s'assurer qu'on rend explicite notre point de vue, un peu comme je l'ai fait précédemment, parce qu'on considère que le savoir n'est jamais neutre, mais est intimement lié à la place où on se situe en tant que chercheur, chercheuse et la place où se situent également les participants ou les personnes qui prennent part à la recherche. Donc, l'ethnographie institutionnelle a été élaborée par Dorothy Smith. Donc, c'est une sociologie qui est féministe, qui témoigne, qui est féministe, mais qui a quand même un alliage important de plusieurs théories. Je n'irai pas dans le détail ici, je vais me concentrer sur ses objectifs. Donc, l'ethnographie institutionnelle vise à étendre ce qu'on appelle le savoir ordinaire, donc tout ce qui relève de l'immédiat, de notre quotidien, pour pouvoir lever tout ce qui entrave la capacité d'agir des personnes. Donc la capacité justement de changer des choses ou de pouvoir donc se mouvoir dans l'espace au plan conceptuel, on s'entend là, de manière libre. Donc, l'ethnographie institutionnelle veut dévoiler ce que Dorothy Smith appelle les ruling relations, qu'on peut traduire par rapport de régulation. Donc, le concept de rapport de régulation, ça désigne un mode d'organisation des sociétés qui s'édifie de manière externe aux personnes et aux situations concrètes, particulières et maintenant. Donc, c'est-à-dire qu'on vit quelque chose, comme là actuellement, je suis dans mon bureau, j'enregistre une vidéo pour vous. Par contre, tout ce que je fais actuellement, c'est pas seulement lié à l'activité que je réalise. Hein? Il y a différentes conditions qui sont externes qui viennent affecter ce que je fais. Je ferais pas ça si, par exemple, j'avais pas reçu un appel à participation, etc. Puis si j'étais pas prof à l'université, si bon. Bref, voilà. Donc les rapports de régulation, c'est un concept vraiment important dans l'ethnographie institutionnelle, puis qui vise, si on résume un peu, à voir comment les activités quotidiennes des personnes sont organisées par des rapports translocaux qui coordonnent le pouvoir dans la société contemporaine. Donc c'est un petit peu une définition. Avant de poursuivre, il faut mentionner que ce mode d'organisation-là repose sur des textes et sur leur circulation. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par des textes en tant que tels? Donc, c'est pas nécessairement des médias écrits, ça peut être un site web, une application, mais en fait, c'est tout ce qui peut être lu, entendu et regardé par plus d'une personne dans des lieux à des moments différents. Donc, par exemple, ce vidéo, parce que vous pouvez le regarder à différents moments, il peut circuler. Donc, ça devient finalement une forme, euh, une pièce finalement de cette organisation-là sociale dont parle Dorothy Smith. Donc, l'ethnographie institutionnelle va s'intéresser aux activités par lesquelles ces textes vont être reproduits, utilisés, mis en pratique. Donc, c'est vraiment le cœur de l'ethnographie institutionnelle. Donc, la démarche méthodologique qui a été utilisée dans le cadre de cette recherche, c'est une forme d'enquête. Donc, ça, c'est vraiment classique de l'ethnographie institutionnelle. Donc, on fait une enquête depuis un point de vue situé. Donc, ça veut dire qu'on va s'intéresser, on prend un point de départ qui va être le travail quotidien de certaines personnes qui vivent une situation. Donc, dans mon cas, des enseignants qui sont en début de carrière, qui sont en insertion professionnelle. Puis, ça va être le point de départ de notre enquête, puis la porte d'entrée sur l'institution et l'organisation sociale textuelle. Donc, c'est par là qu'on va justement comme dévoiler les rapports de régulation. Donc, comme je le mentionnais tantôt, l'ethnographie institutionnelle va s'intéresser à voir comment les textes sont reproduits, utilisés et mis en pratique.
À terme, l'ethnographie institutionnelle, ça permet de réaliser une cartographie. Donc, ça peut être quelque chose de visuel ou non. Donc, j'ai mis une petite image de carte. Mais ce qui est important, c'est que ça va être une matrice. Ça va nous amener à réaliser une matrice où les personnes vont pouvoir, qui sont dans une certaine situation similaire à celle qu'on aurait étudiée, vont pouvoir voir, ah, je me situe ici sur la carte. Donc, ça permet de montrer aux personnes comment, de manière concrète, comment les rapports sont organisés. Donc, dans le cas de la recherche qu'on a réalisée, l'analyse de données a été menée dans la région métropolitaine de Montréal, plus spécifiquement dans 2 commissions scolaires francophones en formation générale secteur jeune, aujourd'hui appelées des centres de services scolaires. Donc, la recherche part d'un point de vue situé. Comme mentionné, le point de départ, ça a été de réaliser des entretiens ouverts avec 14 enseignants de groupes racisés. Donc, les enseignants nous ont parlé de leur insertion professionnelle. Donc, c'est un récit ouvert où ils nous parlaient un petit peu de comment s'est réalisée leur insertion professionnelle. Dans un deuxième temps, donc ça c'était comme le matériel de base, on a été interroger le fonctionnement de l'institution éducative. Donc, il y a différentes façons de le faire en l'ethnographie institutionnelle, j'y reviendrai, mais il n'y a pas une méthode classique ou qu'on devrait réaliser de manière obligatoire, je dirais. Donc, pour notre part, on a mené des entretiens semi-structurés avec 10 personnes clés du milieu scolaire, je vais y revenir, où ces personnes-là nous ont parlé de leur travail, puis de comment fonctionne leur milieu de travail. J'ai également réalisé de l'analyse documentaire, donc de lois, règlements, conventions collectives, articles médiatiques, tous des documents qui étaient directement liés à des choses que les enseignants m'avaient dit au point de départ. Puis également, donc l'analyse a été réalisée en continu, donc ça c'est quelque chose d'assez important dans l'ethnographie institutionnelle, hein. Donc on part de certains matériaux et on y va tout du long. Donc rapidement, les informatrices institutionnelles, donc j'avais 2 commissions scolaires qui sont ici des pseudonymes. Pour chaque commission scolaire, on a rencontré une employée de ressources humaines, une conseillère pédagogique, une direction préscolaire primaire, une autre au secondaire, puis une employée du syndicat local. Donc ces personnes-là nous ont permis vraiment d'investiguer justement les rapports de régulation. Donc pour terminer, on va y aller avec les portées, défis et questionnements. Donc c'est un peu de présenter rapidement, très rapidement, les résultats de l'ethnographie institutionnelle, puis d'ouvrir sur des pistes. Donc, comme on le disait, la recherche visait à produire un savoir utile pour l'émancipation et l'action des enseignants de groupes racisés. Donc, pour faire ça, ce qui est ressorti des entretiens réalisés, puis de l'enquête qui a été menée, c'est l'importance de rendre accessible, de rapporter, de vulgariser différents mécanismes du milieu scolaire, de l'institution éducative. Donc, premièrement, la thèse met en évidence, ça c'est comme 3 chapitres de résultats finalement, met en évidence les conditions qui régulent le droit d'enseigner, pardon. Donc ça veut dire comment on fait et qui a accès aux documents légaux qui permettent d'enseigner. Ensuite, la thèse aussi met en évidence les pratiques et les modalités de sélection. Donc ça veut dire comment on embauche des enseignants, qui s'en charge, bon, par exemple, parce qu'il y a des entrevues, pas d'entrevues. Puis également, elle s'était intéressée, puis elle a montré comment, finalement, les programmes d'accès à l'égalité en emploi, c'est quand même une composante importante de la recherche que j'aurais pas le temps d'approfondir ici, mais comment ces programmes-là qui doivent viser à diminuer l'effet de la discrimination en embauche, comment ils ne fonctionnent pas vraiment pour les enseignants dans le réseau public. Puis, un autre élément important que la thèse a mis en évidence, c'est comment les règles d'attribution des affectations sont régies. Donc, comment on donne les contrats aux enseignants, quels sont les types de contrats, puis comment ces contrats-là vont nous amener ou non à avoir un emploi permanent, donc à avoir une sécurité d'emploi. Donc, c'est un peu la cartographie, finalement, que la thèse a permis de mettre en lumière. Donc, pour terminer, un défi important quand même de l'ethnographie institutionnelle, c'est de construire une recherche en l'absence de ligne directrice.
hein, ou d'une procédure qu'on devrait suivre, parce que l'ethnographie institutionnelle, ça fait partie de ses caractéristiques et de ses forces aussi, mais c'est le fait qu'il n'y ait pas de mode d'emploi, hein. Donc, chaque recherche doit être construite selon les orientations que prendront les chercheurs. Quand on est un jeune ou une jeune chercheuse, ça peut poser certains défis, surtout quand il y a aussi un, une quantité importante de matériaux. Le point sur lequel je voudrais quand même qu'on aborde davantage, qu'on traite davantage dans la discussion qui suivra, c'est quand même que l'ethnographie institutionnelle, bon, permet quand même de porter les voix des personnes de groupes minorisés, mais il y a un grand défi qui est celui de ne pas être capté par les discours institutionnels dominants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'ethnographie institutionnelle a comme point de départ les, le travail quotidien de certaines personnes. Puis dans notre cas, on a été vers des personnes de groupes racisés. Mais après, comment la restitution des résultats tend à accorder un espace quand même assez important aux groupes dominants et à leurs institutions. Donc à leurs concepts, à leurs discours, à leurs idéologies. Donc c'est facile, puis c'est un des défis qui est d'ailleurs mentionné par les théoriciennes de l'ethnographie institutionnelle, mais c'est facile finalement de réifier ces discours-là, puis de pas nécessairement laisser assez de place aux, aux voix des personnes de groupes minorisés. Donc, compte tenu de cette limite-là, je trouve que, par exemple, dans la thèse qui a été réalisée, la voix finalement des personnes devient un peu la trame de fond, mais n'a pas nécessairement la place d'importance que j'aurais souhaité qu'elle aille. Donc, c'est vraiment un élément dont j'aimerais qu'on discute euh, dans la perspective où on veut réaliser des recherches qui sont socialement justes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Donc, rapidement, je vous présente les principales références. Si vous voulez aller les voir, vous pouvez nous joindre, moi ou Marie-Odile, à nos adresses courriel. Il nous fera plaisir. Et maintenant, place à la discussion. Merci.